Vous vous souvenez sûrement de la série Les Bergers. Ça avait connu des records d'écoute assez extraordinaires. À certains moments, ça frisait le 3 millions de téléspectateurs, imaginez-vous. Moi, j'étais tout petit, je me souviens très bien de Claudine Châtel, qui a écrit un livre sur son père, qui était l'auteur de cette série-là. Et ça résume la vie de cet homme-là. Ça s'appelle Des pas dans ma mémoire. Claudine Cabé-Châtel est avec nous. Bonsoir. Il y a longtemps qu'on vous avait vu. Oui, plusieurs années. Pourquoi vous voulez plus faire de la télévision? Vous n'aimez pas ça? C'est surtout que je travaille dans Londres depuis presque 17 ans. Je me suis consacrée au doublage. Doublage de films, à la direction de plateau, en doublage, à l'enseignement du doublage. Je nage dans le doublage. Donc, vous parlez par-dessus les lèvres des autres. Oui, c'est ça, exactement. Alors, vous parlez à la place de qui, entre autres? Susan Sarandon est une de mes préférées. Sally Field, Kathy Bates. Il y en a plusieurs, mais c'est pas tout en même temps, évidemment. Ça dépend des films qu'elles font et qui sont doublés ici, évidemment. Est-ce que vous avez une exclusivité quand vous signez un contrat de doublage? Je ne veux pas dire parce que vous l'avez fait une fois, vous allez refaire la Non, puis ça dépend aussi de la disponibilité des comédiens. Parfois, les délais sont très, très courts. Il faut que les comédiens soient disponibles au moment où on a besoin d'eux. Donc, non. Et ça vous manque, la télé, la caméra? C'est évident que, bon, c'était un choix de ne plus faire de télévision quand mon père est mort. Et au bout de 3 ans, j'ai peut-être eu envie de recommencer, mais on perd vite sa place dans ce métier. On est vite tassé. Oups! Ouais. Et puis, Vous l'avez senti après 3 ans? Oui, je l'ai senti nettement. Et puis, mais c'est pas grave parce que je me suis dit que j'aimais beaucoup, beaucoup le travail que je faisais en doublage. Et puis, c'était bien comme ça. Finalement, les choses étaient parfaites. Vous parlez de votre père, de son parcours, de la Belgique, de la grande traversée jusqu'à son arrivée au Québec. Mais vous parlez aussi, pour notre mémoire collective, à nous, c'est important, de cette télésérie qui a été le premier méga succès ici à TVA, ça s'appelait Télémétropole à l'époque, Les Bergers. C'était votre père qui avait écrit ça. Oui. Et vous aviez le privilège de jouer avec votre père. Mais c'est-à-dire qu'il ne jouait pas dans l'émission, mais c'est lui qui l'écrivait. Et c'est lui qui vous dirigeait. Et c'est lui qui me dirigeait. Alors, vous racontez comment ça a commencé, ça. Ça n'a pas été évident, c'était pas facile, la naissance des Bergers. Ben, ça s'est fait quand même assez bien. C'était une providence pour mon père parce qu'il est arrivé à une époque de sa vie où il y avait plusieurs des séries dans lesquelles il travaillait qui étaient terminées. Et il s'est retrouvé sans rien à ce moment-là. Il faisait du doublage, bien sûr, parce que mon père était dans les premiers à faire du doublage ici au Québec. Et il avait une gentille dame qu'il avait connue qui s'appelait Madame Frey, qui était la femme fée dans la vie de mon père. C'est elle qui lui avait permis de faire ses premières armes dans le métier en tant qu'auteur ici au Québec, qui avait entendu parler qu'il allait avoir une nouvelle émission à Télémétropole et que les propositions de projet étaient acceptées. Et cette dame-là a fortement suggéré à mon père d'écrire un projet pour un téléroman. Ça a été accepté, mais au début, ça devait être tout petit. On ne pensait pas que ça devait être une émission d'été. Si je me souviens bien, ça devait être ça. Ça devait être 3 mois, pas plus. Alors, il s'est décidé. Il a écrit son projet. Il est allé le présenter. Et puis, c'était son tour, il faut croire, puisque son projet a été choisi. Alors, on voit des images du temps. Ça, c'était le Vieux Lion, hein? C'est comme ça qu'on l'appelait. Le Vieux Lion. Le Vieux Lion. Je ne sais pas si c'est Thierry Desbergers comme tel ou c'est du clan Beaulieu qui a suivi. Faudrait que je mette mes lunettes. Mais n'empêche que quand ça a commencé, vous racontez d'abord que votre père a choisi la distribution féminine, mais Robert L'Herbier, la distribution masculine. Oui, oui. Mais je pense pas qu'il n'y a pas eu de friction nulle part. Je pense que ça s'est fait avec beaucoup d'harmonie, tout ça. Mon père était ravi de démarrer ce projet-là. Évidemment, les moyens étaient réduits. On n'avait pas beaucoup de décors. Les costumes, ben, j'explique, j'allais au magasin du coin pour m'acheter mes vêtements parce que c'était pas fourni. Puis de toute façon, j'aurais même jamais pensé qu'on aurait pu me fournir des vêtements. Donc, c'était des balbutiements pour moi. En tout cas, c'en est tout. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 18 ans. Et vous deviez passer l'audition avec Steve Fizet, qui était un méga star à l'époque. Hein? Mon Beau Dieu, bonhomme, et vous étiez tout impressionné. J'étais vraiment très impressionnée. Puis, il était beau. Puis, j'avais 18 ans. Puis, comme je dis, j'aurais aimé ça partir dans sa Camaro. Ah oui, c'est celui qui Il n'y en avait pas d'ailleurs. Il n'y avait pas de Camaro, non. Pauvre homme. Et il y avait aussi Yvan Ducharme qui avait fait un gros choix. Il avait abandonné la radio. C'était énorme pour Yvan de faire ce geste-là,
d'abandonner la radio et de se lancer dans ce téléroman. Et puis, mais on a tout de suite formé une famille, on s'est tout de suite très bien entendu. Et, puis, Et vous dites, vous aviez des problèmes d'image, vous vous regardiez après coup, ah mon puis Dieu, vous je trouviez m'aimais pas. belle. Ah, non, je m'aimais pas du Et je tout. parlais de ça avec Claude Poirier tantôt, puis on vous trouvait tellement belle. Moi, j'étais jeune, mais quoi, c'était tellement une belle femme, ça n'a pas de bon sens. Mais à 18 ans, j'avais encore toute ma graisse de bébé, j'avais mes joues rondes. Et puis... Mais on s'aime jamais de toute Ouais, façon. ça, On se regarde, on s'aime pas, on n'aime pas notre voix. Puis bon, avec les années, on finit par s'accepter. Alors, ça devait durer 3 mois, mais ça... Et ça a duré plus que 3 Combien mois. de temps? Ben, les bergers ont duré 8 ans. Et puis après ça a été suivi du clan Beaulieu 4 ans. Donc, ça a été un total de 12 ans. Avec des records de code d'écoute, là. Oui, alors les bergers, vraiment, ça monte très vite d'ailleurs. En l'espace d'1 an, les codes d'écoute ont augmenté. Déjà l'année d'après, mon père gagnait déjà un trophée pour le meilleur téléroman. Donc, ça a été chercher le public très rapidement. Et ce qui est intéressant, vous raconter qu'au début, ben, il y avait des acteurs qui n'en étaient pas, comme Steve Fizer. Ouais. Charles n'était pas un acteur non plus. Et c'était regardé de haut par les acteurs établis. Et, Je ne sais pas si c'était par les acteurs établis, mais c'était regardé un petit peu en disant, oui, c'est une petite émission d'été. Et puis, je ne sais pas si les gens y croyaient vraiment. Et quand ça commençait à être populaire, là, les gens cognaient à la porte pour venir travailler. Ben, il y a tellement de comédiens qui ont travaillé là, sur les bergers, le clan Beaulieu. Là, il y a une liste. Là, je ne peux même pas vous dire. J'ai essayé de faire le compte à un moment donné, puis j'y suis pas arrivé. Il y a énormément de gens qui sont passés sur cette émission-là. Beaucoup. Vous avez donc été très proche de votre père, et on le sent tout au cours du livre, avant et après les bergers, mais c'est à ce moment-là que ça a culminé, votre relation avec lui? Oh, mais vous savez, une relation avec son père, c'est l'histoire d'une vie. C'est évident que le jour où j'ai décidé de faire le même métier que mon père, bon, ben, c'était un très beau jour pour la vie de mon père. Il était très, très content. Il souhaitait secrètement qu'un de ses enfants suive ses traces, fasse le même métier que lui. Et puis, c'est moi qui ai eu envie de le faire. Ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être mon frère, mais bon, c'est moi qui ai eu envie de le faire. Et c'est effectivement à partir de ce moment-là qu'on a eu une relation plus intime parce qu'on faisait le même métier, parce qu'il se sentait une responsabilité de bien me montrer le chemin, de comment faire, de m'inculquer des valeurs importantes aussi, m'inculquer la rigueur, la ponctualité, de toujours être à l'heure, de toujours savoir mon texte par cœur, d'être vigilante, d'être respectueuse aussi des gens avec qui je travaillais, avec toute l'équipe, avec les caméramans, avec les maquilleurs, avec toute l'équipe. Et tous ces gens-là travaillent sur une production, c'est un travail d'équipe. Donc, mon père m'a inculqué des valeurs, on était très près. Mais vous et lui, quand ça s'est terminé, vous avez eu un gros, je dirais, une baisse de morale un et l'autre. Ça a été difficile. Après le clan Beaulieu, oui. vous êtes partis. Oui. Lui, ça s'est terminé quelques mois après coup. Il y a eu comme une espèce de vide là, pour lui. C'est-à-dire que son travail ne s'est pas arrêté parce qu'il a écrit encore d'autres séries. Après, ça a été la dernière grosse série qu'il a. Il n'y a plus d'autres contrats aussi énormes que celui-là. Il a continué à écrire. Mais il a eu une grosse cicatrice sur son cœur. Il a trouvé ça très, très, très difficile. Vous, ça vous a amené à Los Angeles, aux États-Unis. Et vous avez flirté avec l'Église de Scientologie. J'ai surpris de voir ça. Vous étiez vraiment une membre de l'Église ou quoi? Ah oui. Je me suis impliquée. Je me suis lancée à fond là-dedans. J'ai lu quelques livres qui m'ont beaucoup parlé à l'époque. J'étais à une époque où j'étais très fragile. La perte de l'émission m'avait atteinte. Même si je travaillais quand même, j'avais un gros vague à l'âme. Je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et puis, bien souvent, quand on est fragile, eh bien, on est facilement happé, on se cherche une bouée. Et puis, ça a été vraiment une belle bouée pour moi, parce que j'ai appris énormément de choses. Mais c'était énorme. J'ai posé vraiment un geste catégorique. J'ai tout vendu, maison, voiture, meubles, j'ai tout laissé, tout pour partir là pendant 2 ans. Puis je suis revenue après. Puis, bon, ça a duré 2 ans. Mais vous faisiez quoi là-bas? Ben écoutez, je m'entends pas parler du livre parce que ça Non, pourrait faire un autre livre. Non, mais juste pour comprendre, pour vivre. Ben, je faisais partie de cette église et puis Okay, j'étais un membre de l'église à part entière. Et on dit que c'est une église qui lave les cerveaux. Vous êtes senti le cerveau lavé? Non, je pense pas. Non? Je me suis pas sentie. Non, pas du tout. Je pense que j'ai été consciente tout le temps. Je voyais tout le processus et je croyais beaucoup à ce que j'avais lu. Je croyais beaucoup en ce que je faisais. Et je suis revenue au bout de 2 ans et puis j'ai été obligée de faire face à la réalité. J'ai recommencé ma vie à zéro. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez mis ça de côté, vous avez dit, je repars à zéro. Je repars à zéro.
Complètement. Et il a fallu que je fasse face à ça. Alors, si vous voulez, on va faire une pause pour retour. On va parler de la réalité familiale parce qu'elle est omniprésente dans le livre. Entre autres, que vous avez vécu dans une famille où votre père était bipolaire. Oui. Hein, c'est pas facile, nécessairement. On en parle après la pause, dans 3 minutes. Avec moi, Claudine Cabé-Châtel, qui a écrit Des pas dans ma mémoire. Vous décrivez donc la vie avec votre père Marcel Cabé, qui, pour ceux qui ne placent pas, vous voyez cette photo-là, c'est celui qui jouait le docteur Bouclier aussi dans les belles histoires des pays d'en haut. Le gros docteur, oui. Avec sa belle voix chaude. Mais n'empêche que dans la vraie vie, il était victime d'une maladie peu connue à l'époque, là, qu'on appelle la bipolarité. Alors, ça faisait quoi dans la famille? Ça faisait des dégâts. Ça faisait une vie familiale un petit peu chaotique. Heureusement, c'était pas un cas lourd. Il avait quand même de longues périodes de rémission où il allait très bien, mais il avait des ondes d'ombre qui surgissaient par moments. Vous décrivez des moments où il entrait dans des colères quand même assez fortes. Oui, oui. Il avait de l'agressivité qui retournait souvent sur lui-même. Il ne croyait plus en rien. Il tombait dans des dépressions assez pénibles, surtout pour ma pauvre maman, qui passait ses nuits à essayer de le remonter. Et mon père était un homme intelligent, sensible et orgueilleux. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait ce problème-là. Donc, c'était un problème que nous vivions à la maison dans le silence. Et quand il arrivait sur les plateaux, il était toujours souriant. Alors que les gens ne voyaient rien. Vous avez vu l'autre côté de la médaille. Vous expliquez, il y a une scène où vous entrez dans vous êtes jeune encore, vous entrez dans sa chambre et vous le voyez prostré. Vous êtes vraiment impressionné par ça. Il était vraiment dans l'ombre totale. Ça me faisait peur. Puis je regardais ses yeux, puis je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qu'il y a? Surtout quand il rentrait dans ses colères aussi. Ça me faisait peur. J'étais très troublée. Et je me demandais quelle était la part de vérité. Est-ce qu'il y avait une part de jeu? Est-ce qu'il nous jouait la comédie? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était vrai tout ça? J'étais très troublée par ça. Et pas seulement moi, mon frère, ma soeur et ma mère. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il a fallu dealer avec ça pendant plusieurs années. Et j'en parle beaucoup dans le livre parce que ça a miné notre vie pendant de longues années. Mais on vous sent très marqué par l'image paternelle. Et vraiment, là, Oui. hein, vous avez même pris la peine d'écrire un livre. Oui. Donc, c'est pas rien. Est-ce que cette maladie-là a fait qu'il était plus omniprésent dans la famille? Ou pourquoi il est devenu si important dans votre vie d'adulte au point d'en écrire un livre? C'est-à-dire que toute l'époque où j'ai vécu avec mes parents, mon père prenait beaucoup de place dans la maison. Il prenait même toute la place. Bon, c'est ça. Parce que, ou bien il écrivait, il ne fallait pas faire de bruit, ou il étudiait ses textes. Les moments qui étaient les plus heureux, c'était les moments où il prenait du temps pour nous. Les moments où il décidait de faire à manger, de faire des pâtisseries, les moments où il décidait de jouer. Il avait une âme d'enfant. Parce qu'il a été pâtissier de son métier avant d'être acteur. Oui, exactement. Donc, quand son âme d'enfant surgissait et qu'il passait du temps précieux avec nous, là, on l'aimait, ce papa-là. Il était rassurant et on l'aimait. Donc, c'est un peu là où je veux en venir, c'est que souvent, quand les parents nous donnent un peu de fil à retordre, on se rebelle, mais en même temps, on est comme attiré par eux. C'est un peu ça qui est arrivé, là. C'était une relation faite de passion et puis aussi, je me rebellais aussi un petit peu contre sa maladie. J'avais beaucoup de difficultés. Moi aussi, je m'enfermais dans mon coin. J'allais me cacher dans ma chambre pour pas avoir à dealer avec le visage de mon père. Je n'aimais pas voir le visage de mon père grimaçant quand il allait pas bien. Je le trouvais laid. Je l'aimais pas quand il était comme ça. Et puis, mais après ça, je finissais par le retrouver. Mais c'est un homme que j'admirais énormément. Je savais que c'était un homme qui était profondément bon, humain. Il aimait les hommes avec un grand H, là, évidemment. Je voyais tout ça, je ressentais tout ça chez cet homme-là. J'avais beaucoup d'admiration et je savais que toute ma vie, je serais près de lui. Mais cette difficulté à aimer, parce qu'il y avait quand même un peu de problème à vous le montrer à cause de cette faille-là dans sa personnalité, est-ce que ça n'a pas provoqué chez vous un peu la même chose? Parce que vous dites, et au moment où vous étiez au sommet de votre popularité, vous étiez dans la solitude la plus totale.
C'est étrange. Ben, non, j'étais pas dans la solitude parce que j'avais des amis. OK. OK? Parce que nous, on va regarder à la télé, on est tellement belle, elle va avoir 36 chambres autour d'elle. Non? Ben, j'ai eu une vie faite comme ça. Ça arrive très souvent. Mais bon, mais j'avais une vie sociale quand même très active. J'avais beaucoup d'amis. Mais, Ça, mais c'était vous racontez important. que l'amour n'a pas été facile nécessairement. Non, non, non. Ça n'a pas été une partie de ma vie qui a été facile. Disons qu'elle a été ardue par moments, mais bon, regardez, je suis heureuse, ça va bien. Bon, ben, elle a l'air radieuse. Oui. Parlez-moi de... Il y a un autre élément familial qui était pénible, c'est la perte de votre petite nièce, Oui, Mélanie Cabé. oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fait divers-là qui a meublé les bulletins de nouvelles pendant de longs mois. Hein. Ça a été long. Il me semble qu'on en a parlé longtemps. Oui, Et c'était la nièce. C'était donc la fille de votre frère. oui, c'est ça. Expliquez-nous ça. Comment ça s'est vécu à l'intérieur de la famille? Comment vous pensez qu'on peut vivre un événement comme celui-là? C'est tragique, c'est douloureux, c'est pénible, c'est angoissant. Ça nous arrache le cœur. Donc, elle a été tuée. Ben oui, bien sûr. Elle a disparu un soir. Elle avait été chez des amis pour regarder la télévision et puis elle revenait pour prendre l'autobus pour rentrer chez elle et puis elle n'est jamais rentrée. Pas de témoin, évidemment. Quelqu'un l'a ramassée et puis on ne saura jamais la véritable histoire. Combien de fois on a essayé de se l'imaginer dans notre tête? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ça qui est épouvantable, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça a pris 2 semaines avant qu'on la retrouve dans la région de Mascouche sous un paquet de bardeaux d'asphalte. Donc c'est des souvenirs qui sont excessivement pénibles pour tout le monde, surtout pour mon pauvre frère et la mère de Mélanie. C'était horrible. Et puis ma fille aussi, qui avait 17 ans, qui avait beaucoup de contacts avec sa cousine. C'est l'incrédulité, on se demande comment ça se fait qu'une chose comme ça peut arriver. Ce sont des cicatrices qui restent là pour le restant de nos jours. Et est-ce que vous êtes resté proche de votre frère, justement, du reste de la famille? Oui, Oui. ben, bien sûr. J'ai toujours été très près de mon frère et de ma sœur. Ma sœur qui était partie pendant 22 ans en France et qui est revenue maintenant depuis 1993. Alors, comment ils ont vu ça quand vous êtes arrivé avec votre projet de livre? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes ou ils disaient, oh, ben, allez parler de la maladie de papa, c'est peut-être Ah pas non, une bonne non, idée. ils ont été extraordinaires. Heureusement qu'ils étaient là. Mon Dieu, que j'ai téléphoné souvent. J'ai téléphoné pour leur demander un détail. Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Je les appelais, je pleurais au téléphone, j'étais en colère, je voulais plus, je voulais. C'était un processus assez long et pénible, mais ils ont été là, ils m'ont écouté, ils m'ont aidé, ils m'ont supporté, ils ont été extraordinaires. Donc, il y a un côté thérapeutique à cet acte-là, peut-être? À chaque fois que quelqu'un parle de quelque chose qu'il a vécu, que ce soit sous forme d'écriture ou sous forme de communication, à un ami, à un thérapeute, il y a tout le temps un effet thérapeutique. Ça fait du bien de dire des choses. Merci beaucoup, Claudine Châtel. Ça s'appelle Des pas dans ma mémoire. Claudine Cabé-Châtel. Vous êtes encore tout aussi jolie qu'avant. Vous êtes fin. Si vous étiez dans un téléroman, je le regarderais encore. Oh, ouais. Et puis, on a énormément de